Donc, merci beaucoup pour votre déplacement. Moi, c'est Jean-Marc Lavoie. Je suis propriétaire de l'entreprise Le Miel des Grands Jardins depuis 6 ans. L'entreprise appartenait auparavant à M. Donald Michaud. Ça existe dans Charlevoix depuis 1996. Je suis aussi technologue professionnel en agroalimentaire. J'ai étudié à l'ITA à la Pocatière. Puis je travaille comme expert conseil pour la coop depuis peu. J'ai toujours travaillé dans Charlevoix là, au niveau de l'agriculture comme conseiller agricole ou en gestion d'entreprise aussi. Donc, je connais très bien la région. Je suis natif d'ici, je suis natif de Charlevoix, j'ai beaucoup de parenté ici. Donc, c'est ça. Charlevoix, on m'a demandé de parler de Charlevoix moi, je voulais faire le lien entre les abeilles, les insectes pollinisateurs, puis la biodiversité de la région. Je trouvais que c'était, pour la biosphère, que c'était important d'en parler. Charlevoix, bien, je trouve que c'est un pays de diversité. Beaucoup de climats différents, beaucoup de diversité de types de sols, diversité d'habitats, de faune, de flore. C'est vraiment une région qui est très riche. Au niveau de la diversité des climats, on part de... Ici, c'est généralement un climat subhumide de type continental tempéré. On retrouve plusieurs microclimats aussi, tout dépendant de où on se situe. On peut prendre comme exemple là, les jardins du centre, là, tout le long du fleuve, c'est à l'abri des grands vents dominants. Là. On voit des zones où on peut commencer à faire la culture plus tôt, où il y a des fleurs des fois qui sortent plus de bonne heure que d'autres. La zone littorale, c'est ça qui est plus hâtive, ça débute plus au début mai, puis après ça, bien, sur les plateaux puis en montagne, c'est toujours en général 3 semaines plus tard. De par mon expérience en agriculture, c'est à peu près toujours comme ça, là, en moyenne. Puis 3 semaines plus tôt pour les gelées aussi, à l'automne. On peut voir, là, pour ce qui est de la diversité des types de sols, on peut voir que c'est ça. Charlevoix, bien, vous connaissez le cratère. On voit là, ici là, que Charlevoix, il y a une vallée ici qui est la vallée de la rivière Malbaie. Ici, la vallée du Gouffre. Ici, on a une vallée où les éboulements, là, Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis on a la vallée ici de la rivière Jean-Noël à Sainte-Irénée. Dans les vallées ici, là, ce qu'on peut retrouver comme type de sol principalement, là, on retrouve beaucoup d'argile. L'argile qui est un sol très riche, un sol qui est plus stable au niveau des cultures, puis qui permet une certaine diversité de flore qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans des sols moins riches en hauteur. Ensuite, en zone agricole, les terres cultivées principalement, c'est sûr que les terres des vallées sont très cultivées, c'est là qu'on retrouve peut-être 80% de l'agriculture de Charlevoix, où on peut faire pousser le plus de plantes intéressantes. Mais au niveau, là, dans les hauteurs, dans les plateaux, là, on retrouve aussi du loam, ce qu'on appelle communément de la terre jaune. Là. Les agriculteurs, c'est un sol qui a tendance à s'acidifier quand même assez rapidement avec le temps, à cause de l'humus, là, la décomposition de la matière organique, ça crée de l'acide humique, donc ça acidifie naturellement. Donc les apports en chaux au niveau des activités agricoles sont importants pour maintenir des bons rendements. Puis aussi, les endroits où c'est moins cultivé, que c'est plus des forêts, on retrouve beaucoup de sable. Il y a aussi des cuvettes, là, des fois, là, où on retrouve on appelle ça des fonds. Là, il y a de la terre noire, de la tourbe. Puis après ça, plus en hauteur, on retombe dans les caps, tout ça. Mais tous ces différents types de sols-là peuvent permettre d'avoir une flore qui est quand même diversifiée. Il y a des plantes qui s'adaptent à tous les types de sols, mais il y a d'autres plantes qu'on retrouve principalement seulement là, dans des vallées qui sont plus chaudes, où le sol est plus riche ou moins acide. Parce que les sols qui sont argileux, ça s'acidifie moins rapidement aussi. Diversité d'habitat. Grâce justement là, à tous ces dénivelés-là, puis ça nous permet d'avoir beaucoup d'habitats différents. Les habitats comme le littoral, le terrain vague. Terrain vague, là, puis les champs abandonnés ou cultivés, là, c'est vraiment les milieux qui sont très, très riches au niveau de la flore sauvage, là, qui c'est très intéressant en apiculture là, à exploiter. Là. Les forêts de feuillus, les sous-bois. Des fois, on ne soupçonne pas ça, mais il y a quand même
une flore très intéressante au niveau des sous-bois, le printemps, qui peuvent être une ressource là, importante pour la diète des insectes pollinisateurs. Les bords de route, les chemins de fer, des endroits merveilleux. On retrouve une diversité de fleurs là-dedans, c'est riche. Puis souvent, sur les bords des routes, à cause du calcium qui est épandu pour l'hiver, comme la 138 ou la 362, on peut retrouver des fois des espèces qu'on ne retrouvera pas dans d'autres secteurs parce que, justement, le sol est plus alcalin sur le long des routes. Sur le bord des lacs, les marais, les marécages, les forêts de conifères, c'est un petit peu moins intéressant ces endroits-là. Les bûchers, les lignes à haute tension. Les bûchers et les lignes à haute tension, là, il y a entre autres, là, on va le voir un peu plus tard, là, les pylobes à feuilles étroites qu'on retrouve là. Qu'est-ce que c'est un bûcher? Un bûcher, c'est un endroit où il y a eu un aménagement forestier. Ils ont ramassé le bois, ils ont coupé le bois, puis après ça, bien, souvent ils le font en bande maintenant, là, c'est plus... puis ils peuvent le faire en quadrillage aussi, mais c'est... Où il y a plus de clarté, puis il n'y a plus d'arbres, bien justement, là, il y a une flore qui sort là, c'est fou, là. Il y a des bleuets aussi. Les bleuets, du calmia, on va le voir, les autres espèces qu'il y a. Puis il y a le climat... C'est pas toujours aménagé non plus. Vous parliez des coins aménagés. C'est pas toujours aménagé. Non, c'est pas toujours... Non, c'est pas aménagé, là. C'est souvent, là, ça reste comme ça, puis ça repart... Les montagnes qu'on peut retrouver quand même des fleurs assez hauts, là, qui peuvent être intéressantes. Les espèces mellifères cultivées. On va faire une petite tournée. Ici, on retrouve des légumineuses, principalement. Les légumineuses, là, c'est des fleurs qui produisent beaucoup de miel. Un miel qui se ressemble quand même. On parle souvent le fameux miel de trèfle, là. On dit « Ah, moi, j'aime le miel de trèfle parce qu'il ne goûte pas très fort, il n'est pas très foncé. C'est dans notre nature nord-américaine de ne pas vouloir du miel. On n'est pas habitué à ça, comparativement aux Européens, à du miel qui est plus foncé, plus goûteux, plus corsé, qui cristallise plus vite. Donc, le miel de légumineux, ça donne un miel un miel commun que tous les gens apprécient majoritairement, là. Ici, c'est une fleur de luzerne. La luzerne est très intéressante. Le problème avec la luzerne, c'est que les producteurs agricoles, ils fauchent les champs de luzerne avant qu'elle fleurisse. Donc, des fois, on pense qu'une terre agricole peut être intéressante pour des abeilles, puis ce n'est pas souvent le cas. Ici, on a le trèfle blanc. Le petit trèfle blanc qu'on retrouve des fois dans le gazon, c'est une plante, moi, c'est une de mes plantes préférées. Parce que pour maintenir l'humidité dans le sol, puis avoir un gazon vert, même quand tes voisins on souffre de la sécheresse, bien, le trèfle, lui, il s'adapte beaucoup plus à la sécheresse, le trèfle blanc, que la graminée. Puis en plus, étant une légumineuse, elle fixe des nodules d'azote au niveau de ses racines. Puis quand les racines de certaines plantes meurent, bien, cet azote-là est disponible pour le gazon, qui, lui, bien, il adore l'azote pour pousser et être plus vert. Donc, c'est une belle plante complémentaire. Toutes les légumineuses ont ce facteur-là, qui sont très complémentaires avec les céréales ou tout ce qui est les graminées. Ici, on a du lotier corniculé. C'est comme une petite fleur jaune. On en voit souvent le long des routes, des fois, là, des petits ronds, là, des fois. Ça recommence à être utilisé en agriculture, beaucoup dans les pâturages surtout. C'est une plante qui tolère beaucoup les endroits secs, les endroits aussi où c'est plus acide. Donc, c'est une plante qui est intéressante aussi, mais à petite échelle seulement. Il y a aussi la fameuse gourgane, la févrole, qu'on retrouve régulièrement dans Charlevoix, là. Il y a quelques producteurs qui en font des champs pour nourrir leurs animaux aussi, là. Entre autres, les viandes biologiques de Charlevoix, qui en ont utilisé un petit peu les dernières années, là. Peut-être pas cette année, mais auparavant, ils en faisaient des champs de févrole. Jardin du Centre aussi. Jardin du Centre, oui, bien, pour la consommation humaine, ils en font à plus grande échelle aussi, oui. Mais tout le monde en a un petit peu dans leur jardin aussi. Ensuite, on a ici, c'est une plante qu'on voit régulièrement de quelqu'un qui en fait la lavande. Il y en a un, il y a une personne, ici, Mme Vidricaire, qui en fait ici, Azulé, je crois, c'est le nom de l'entreprise. La lavande qui est une plante que les abeilles adorent.
Ils vont aller là-dedans. Ça, c'est de la facélie. La facélie, c'est une plante qui est très intéressante. C'est une plante annuelle, en réalité. Il faut l'implanter, puis il faut la semer nous autres mêmes. On l'utilise comme engrais vert, principalement, ou comme plante mellifère. Moi, cette année, je l'ai utilisé chez un producteur chez qui je place des abeilles, qui, lui, fait une rotation dans sa culture de fraises. Puis, il mettait toujours du sarrasin, le sarrasin qu'on retrouve là. Le défaut du sarrasin, bien, c'est pas nécessairement un défaut, mais au niveau commercial, pour moi, c'est plus difficile de le vendre. C'est un miel qui est très foncé, il est noir, très goûteux, il y a une odeur animale, ça sent un petit peu comme le pipi de chat ou c'est surprenant pour des gens qui ne sont pas habitués. Au niveau du goût, il est très bon et un peu mélacé, on dirait, un petit peu. Mais c'est un miel que j'ai plus de difficulté à vendre. J'en vends beaucoup plus. Mes clients, principalement, c'est des gens du Moyen-Orient, là, qui descendent de Québec même pour venir en chercher régulièrement. Ça représente à peu près, je dirais, 2 % de ma clientèle maximum, là. Donc, c'est typiquement ça. Mais la facélie est intéressante comme engrais vert parce que, de un, dans les rotations, c'est une plante comme le sarrasin qui ne fait pas partie des familles habituelles qu'on utilise. Donc, pour ce qui est de la propagation des maladies d'une espèce de plante à l'autre, celle-là, en étant d'une autre famille, complète très bien le cycle. Puis, en plus de ça, c'est une plante qui fleurit plus tard. Si on la sème un petit peu plus tard, là, moi, j'ai un champ, le champ que j'ai fait implanter, là, il y a eu des fleurs là, jusqu'à la fin septembre, même mi-octobre. Je pense qu'il y a encore des fleurs. C'est parce que là, il fait trop froid, les abeilles sortent plus pour y aller, mais c'est encore fleuri. Oui, c'est ça. Non, ils ne bougent plus, ils bougent beaucoup moins. Ils ont moins d'énergie. Monsieur Lavoie, Oui. vous parlez de différents goûts de miel selon les différentes espèces de plantes. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'abeille ne butinera que dans cette variété de plantes-là, plutôt que de se promener d'une variété à l'autre? Oui. Ce qui arrive, c'est que la nature est paresseuse. La nature est paresseuse toujours. C'est toujours la loi du moindre effort dans la nature. L'électricité, l'eau, les animaux, ils vont dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le plus de rendement possible. Pareil comme l'être humain. Puis, les abeilles, quand ils cherchent une ressource, par la suite, ils vont toujours aller à la ressource la plus abondante qui demande le moins d'efforts. Donc, si, malgré qu'il y aurait une plante qui serait intéressante, vous faites un petit carré dans votre jardin de facélie, puis qu'en même temps, bien, il y a de la verge d'or qui est en fleurs, parce que ça va être à peu près au même temps, il y a des grosses chances que la majorité de votre miel goûte le miel de verge d'or. Parce que c'est ça, c'est la ressource la plus abondante, la plus proche. Même, c'est pas nécessairement la plus proche non plus. Moi, par expérience, j'avais des abeilles dans le chemin Saint-Laurent l'année passée. Puis à un moment donné, je les regarde aller, puis moi, j'aime beaucoup les observer pour voir un petit peu où ils travaillent, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de fleurs sauvages autour des ruches. C'était fou, la diversité était bonne. Mais quand les abeilles sortaient, partaient au vol en hauteur, puis s'en allaient envers le rang Saint-Ours, vers Saint-Hilarion, l'autre bord de la montagne. Je me disais, pourquoi que les abeilles s'en vont comme ça, puis qu'ils dépensent tant d'énergie? Je me doutais de la réponse. J'ai été faire un tour en auto dans ce coin-là, puis j'ai trouvé un beau champ de canola. Un champ de canola. Le canola, c'est une plante qui produit beaucoup, beaucoup de miel. C'est un des miels les plus produits au Canada, le miel de canola. Ça se fait beaucoup dans l'Ouest. Le problème, c'est que c'est un miel de mauvaise qualité. Mauvaise qualité, ça dépend en tout cas, moi, j'appelle ça de mauvaise qualité, parce que c'est un miel, qui est très clair, très peu goûteux, puis qui cristallise très vite. Donc, moi, c'est pas un miel que j'aimerais utiliser. En plus, je dirais 90% des cultures de canola, c'est des cultures OGM. Donc, c'est pas intéressant non plus là, d'envoyer nos abeilles là-dedans. Il s'en fait du canola non OGM. Là. Moi, je travaille à la coop, là, puis on peut en vendre là, du non OGM. Ça existe encore. Mais la majorité, parce que c'est plus facile à gérer pour les producteurs, vont utiliser des variétés OGM qui résistent, entre autres, au glyphosate, là, le fameux Roundup. Le miel qui est
Est-ce que c'est issu d'un mélange, d'un amalgame entre les sécrétions de l'abeille puis ce qui est tiré de la plante? Oui, oui, c'est vraiment les enzymes. On va y revenir un peu plus tard, la façon là, que ça se fait. Ici, c'est du radis sauvage. Pas du radis sauvage, du radis cultivé, du radis pour décompacter le sol. C'est utilisé aussi comme engrais vert. Dans les plantes cultivées aussi, on a encore les poiriers, pommiers, cerisiers, pruniers, tout ce que vous avez là, au printemps. Là, ça fait des miels extraordinaires. Du miel très pâle, mais avec des goûts subtils. Là. C'est vraiment... Là, on a aussi des plantes fruitières. On a le bleuet ici. On a, ça, je crois que c'est la fraise. Ça ici, c'est la canneberge. On a la framboise. On a ici le mûr. Donc, c'est toutes des plantes intéressantes. Les framboisiers, là, ces plantes-là, là, en tout cas, les framboises, là, c'est fou comment que les abeilles, c'est une des fleurs préférées pour les abeilles. Ça produit beaucoup de miel aussi. Un peu comme le canola là, qui se garoche pour y aller, là, c'est pareil dans les framboises. Si vous allez chez un producteur ou si vous avez des framboisiers chez vous puis vous avez des ruches pas loin, là, quand il vient le temps de la pollinisation, vous allez entendre bourdonner de loin pendant la floraison des framboises. C'est surprenant. Entre autres plantes aussi, on a dans les fines herbes, on a la sauge. Je crois que je les avais écrits parce que je n'ai pas toujours une bonne mémoire là-dessus. On a le thym, le romarin, le thym, l'origan, la bourrache. La bourrache qui est vraiment là, très intéressante, même comme engrais vert dans les champs, ça peut être intéressant, la bourrache. Puis aussi le basilic. Ces plantes-là, même comme le thym, là, c'est un miel, ça donne un miel qui a des vertus là, réputées médicinales. Mais pour avoir du miel de thym, il faut avoir un champ de thym. Parce que juste quelques petits pots de thym chez vous, ça ne sera pas suffisant pour donner un miel intéressant qui va avoir des caractéristiques d'un miel de thym. Et puis si on laisse fleurir, ça veut dire la feuille... Je ne pense pas au niveau du thym. Je pense pas... non, ça n'enlève rien, je pense pas. Le goût, non. Le thym, là... puis même que le thym, c'est une plante intéressante à introduire dans vos gazons aussi. Parce que c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse, puis qui aime se faire marcher dessus, puis qui s'étend, là. Puis quand on le tond après ça, bien, c'est plaisant, ça dégage une odeur, là, c'est super bon, là. Là, on va y aller avec les espèces sauvages. Ici, là, on a l'aune, l'hêtre. On soupçonne, des fois, on ne pense pas à ça, hein. Le printemps, là, les abeilles commencent à travailler très tôt. Très tôt, là, la reine, elle veut commencer à pondre aux alentours de fin mars, début avril, normalement, là. Puis, dans cette période-là, souvent, là, ce qu'on peut voir, là, c'est que les aunes sont déjà commencées à fleurir, avant que les feuilles commencent à sortir. Puis les aunes, malgré que ce n'est pas un pollen intéressant, puis ça ne fait pas de miel, mais le pollen, c'est la nourriture principale de l'abeille, c'est la protéine, c'est l'équivalent du steak pour nous autres. C'est de la protéine, ils en ont besoin. Bien, puis pour le couvain, pour nourrir les larves, les jeunes larves qui vont... Bien, ça, l'aune, là, c'est une des espèces majeures ici dans la région qu'on a besoin. Il y a aussi les saules, là, certains saules, là, qui sont intéressants. L'érable aussi. L'érable, lui, fait du miel. Mais par contre, il fait tellement froid des fois que les abeilles, ils donnent pas la peine. Ou la petite quantité que ça donne, c'est même pas récoltable. Ils vont le manger au fur et à mesure qu'ils le fabriquent. Mais ça pourrait être intéressant, un miel d'érable, là. Je sais que ça se fait peut-être dans le monde. J'ai entendu dire que ça se faisait un peu, mais le bouleau, qui est de la même famille que l'aune. Le peuplier baumier, là, entre autres, là, qui fait beaucoup de résine, là. Ça, c'est intéressant, puis les abeilles adorent ça. Ils s'en servent un peu pour faire leur propolis. La propolis, qui est un autre produit de l'abeille, qui est un produit ils se servent de ça pour aseptiser leur ruche, parce que ça a des propriétés antiseptiques. Puis aussi, bien, pour boucher les trous, boucher les entrées. Donc, c'est comme le ciment, là. D'autres variétés de plantes, on a le sureau, le tussilage. Le tussilage, des fois, on voit apparaître ça avant le pissenlit. Le tussilage, là, on pense que c'est du pissenlit, c'est le long des routes, mais les feuilles ne sortent pas tout de suite, il y a juste les fleurs qui sortent.
C'est ça, ça sort très tôt, puis les abeilles sont tout de suite là-dedans. Ça fait partie des plantes là, très tôt. Le pissenlit, c'est une de leurs fleurs préférées aussi. C'est une espèce, un peu comme le canola, qui produit beaucoup de miel, mais un miel qui n'est pas très intéressant. Par contre, du miel de pissenlit, vous allez goûter le goût du pissenlit dedans. Oui. Puis le pissenlit, c'est un miel qui cristallise très vite aussi. En général, là, les miels qui sont faits tôt en saison, les miels fruitiers aussi, d'arbres fruitiers, c'est des miels qui vont cristalliser plus vite parce que leur teneur en fructose est plus élevée. Puis quand la teneur en glucose devient plus élevée vers la fin de la saison, quand on parle de la verge d'or, le sarrasin, tout ça, donc le miel cristallise moins vite. Mais le fait que le miel cristallise, ça fait que le miel, justement, ça prouve que c'est un bon miel. Puis une fois qu'il est cristallisé, on a juste à le faire réchauffer, il va redevenir liquide. Il n'y a aucun problème. C'est un des seuls aliments au monde qui est non périssable parce qu'il n'y a aucune bactérie qui se développe dans le miel. Le miel, le taux d'humidité est trop bas, les parois cellulaires éclatent, c'est trop riche en sucre. Donc, c'est vraiment là... le miel, il y a toujours en bas de 18 d'humidité quand il est vendu. Donc, s'il serait plus haut que 18 il pourrait fermenter, développer des levures dedans, parce qu'il y en a déjà présents naturellement, mais c'est toujours bon du miel. Il n'y a pas de danger à consommer du miel. Mis à part le botulisme infantile qu'on peut retrouver dans toutes les conserves, entre autres aussi. Là. On ne conseille pas à un enfant de moins d'1 an là, de consommer du miel. C'est bien important, parce que leur flore intestinale n'est pas suffisamment développée pour se défendre contre le Clostridium. On a les viornes, ça c'est des plantes qu'on retrouve souvent là, dans des jardins. Le sorbier, communément appelé le masco. Le masco, c'est surprenant. Moi, je ne pensais jamais que les abeilles allaient là-dedans. Puis l'année passée, j'étais allé chez mon beau-père, puis je m'étais rendu compte qu'il y avait tellement d'abeilles dans l'arbre. Le masco est en fleurs. Puis, ensuite de ça, le lierre terrestre, qu'on retrouve souvent, des fois, dans les milieux plus humides un peu, là, le long de nos gazons. Là, on le voit assez régulièrement. Dans les forêts, le printemps, le trille, qui peut être visité aussi. Il y a certains endroits là, dans Charlevoix qu'on en retrouve du trille, dans les forêts de feuillus principalement. L'aubépine, le calmia. Le calmia qui est une plante qu'on voit souvent sous les lignes d'hydro, dans les mêmes endroits où on retrouve des bleuets. Les rosiers. Le calmia, là, fait un petit fait intéressant. Souvent, on entend dire que le miel de calmia, c'est du miel qui est toxique. Ici, au Québec, la variété qu'on retrouve, heureusement, ce n'est pas un miel qui est toxique. Cette variété-là ne donne pas. Mais en Europe, par contre, le miel de calmia, c'est un miel qui est considéré toxique. Oui. Je ne sais pas, il y a une sorte il y a une sorte de toxine produite par la plante là, dans sa sève, là, probablement, là, qui fait que... Le calmia, c'est pas ce qu'on appelle le rhododendron? Oui, c'est la même famille. Oui, c'est ça, exactement. C'est du rhododendron sauvage. Là. Le vrai nom, c'est du calmia. Le vrai nom, c'est Calmia angustifolia. Là. Ensuite de ça, le chardon qui donne un miel extraordinaire. Quand je parlais de terrains vagues, là, les terrains abandonnés, là, le long des bâtiments, là, des bâtiments commerciaux, il n'y a plus d'activité, rien. Là. Des fois, là, le chardon ou le long des chemins de fer, on en voit souvent. Là. Ça, là, c'est une plante qui fait un bon miel, un miel un petit peu plus foncé, mais très bon au goût. Le lupin, qui est une légumineuse, qu'on voit souvent là, le long des routes, là, on en voit là. Cap-Alais, il y en a beaucoup là, dans le coin de chez M. Cabot, entre autres. J'en vois régulièrement là. Souvent, c'est des endroits là, où ça a déjà été habité anciennement, puis ça avait été planté là, puis là, bien, il a pris la place. J'en vois aussi des fois là, dans le chemin Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on en voit régulièrement. Tu as le trèfle alcique, qu'on a longtemps pensé au niveau des botanistes que c'était un trèfle, un hybride entre le trèfle rouge puis le trèfle blanc, mais en réalité, c'est vraiment une espèce à part. Le trèfle alcique. La veste jargeau, qu'on retrouve le long des clôtures souvent, qui est une plante grimpante, qui est une légumineuse aussi. Puis les mélilot blanc, mélilot jaune, qu'on retrouve souvent le long des routes. Ça produit beaucoup de miel. C'est parmi les plantes. Là. Ils appellent ça mélilo, là. C'est de mélilotus, là. C'est fleur de miel. Là. C'est vraiment là, une plante qui est typique pour ça. Là.
La bardane, les tocs, les fameux tocs, c'est intéressant aussi. En réalité, ce qu'on voit là, c'est principalement, les gens ils disent « Ah, mais c'est toutes des mauvaises herbes. » On n'appelle pas ça des mauvaises herbes. Là. Le vrai nom, c'est des adventices. Les adventices, c'est une plante qui n'est pas au bon endroit. On veut pas l'avoir à cet endroit-là. Mais pour moi, quand je vois un champ qui est infesté de mauvaises herbes, c'est une manne. Des adventistes? Des adventices, oui. Non. C'est pas adventiste, ISTE, c'est IICE. La vipérine, moi, j'en voyais beaucoup, là. Ça, c'est une plante qui aime beaucoup plus les sols un petit peu plus alcalins. Le long des routes, là, quand il y a eu du calcium, là. À Capalègue, là, ça, là, il y en a plein, là. C'est une plante qui fait du miel aussi, qui est intéressant, qui est plus rougeâtre comme miel, un peu. Après ça, on a les menthes. Ici, on a de la menthe à épis, de la menthe du Canada. C'est intéressant aussi. Ça ferait un miel médicinal aussi, le miel de menthe, mais par contre, on n'en a jamais à des grandes quantités. Donc, il est dilué à travers la masse si les abeilles vont dedans. Là. La brunelle, ça, on retrouve ça souvent là, dans des petites prairies là, abandonnées là, qui sont un petit peu humides, un peu plus acides comme sol. Ça, j'en ai beaucoup chez moi en arrière de la maison. La molène, communément appelée bonhomme aussi, là, ça fait des grandes affaires comme ça. Là, ça, des terrains vagues abandonnés, il y en a un peu. Les abeilles le visitent un peu. Le laitron potager ou le laitron des champs, c'est deux plantes qu'on voit de plus en plus dans des terres agricoles cultivées, qui est difficile, est en train de développer des résistances aux herbicides. Donc, difficile à s'en départir pour les producteurs agricoles. Donc, on en voit de plus en plus ça dans les champs. La vigne, les vignes qu'on voit grimper là, le long des maisons, les vieux bâtiments de pierre souvent, là, ça, là, quand c'est en fleurs, c'est fou, les abeilles se garochent là-dedans aussi. L'ortie, ça, les mauvaises herbes justement de jardin, là, quand on fait un petit jardin chez nous, là, on voit souvent cette plante-là, l'ortie royale. On arrive pour l'arracher, ça nous pique les mains un peu. Là. Ou c'est une autre plante de la même famille, la galinsoga ciliée, qui est à peu près, qui lui ressemble. On a aussi beaucoup de potentilles qu'on retrouve là, dans les gazons ou les terrains abandonnés. L'asclépiade, une de mes préférées comme plante, qui produit un très bon miel, une belle quantité de miel. Ici, il y a quelques producteurs, il y en a très peu, qui se sont lancés dans la culture d'asclépiade pour faire justement la fibre à partir de leur soie. Là. C'est une plante intéressante pour les pollinisateurs, entre autres, là, justement, là, pour le papillon, le fameux monarque, là, qui a besoin de cette plante-là pour se reproduire. Mais pour les abeilles aussi, c'est une plante qui est très intéressante. On en trouve très peu dans Charlevoix, mais on en trouve un peu à l'état sauvage. Principalement dans le bassin ici, là, de la vallée du Gouffre, là, on en retrouve régulièrement. Des petits spots, là, c'est intéressant. À l'île aux Courdes, on en retrouve. On en retrouve à Rivière-Malbaie, je pense, à un endroit ou deux. Mais plus haut, là, c'est trop froid, le sol n'est pas adéquat pour ça. Donc, c'est une plante qui s'implante moins bien. À Québec, on ne voit que ça dans les terres pleines entre les autoroutes. Ce n'est que de l'asclépiade. Je le faisais remarquer à une de mes collègues de travail, justement, quand on allait à une conférence, justement, à l'extérieur. Je dis, regarde, l'asclépiade, on en voit partout. Les épervières, ça, on voit ça dans justement des petits champs, là, où les gens qui se gardent une petite prairie en arrière de la maison, là, qui s'est abandonnée, qui n'a pas eu de chaud, rien, qui n'est pas entretenu. Donc, l'épervière, elle, qu'on voit l'épervière orangée et l'épervière jaune, c'est des plantes aussi qui préfèrent les milieux acides. La fameuse épilobe du Canada, épilobe à feuilles étroites, qu'on retrouve très régulièrement. Ça s'appelle en anglais le fireweed. C'est la plante qui pousse le plus rapidement après un feu de forêt. Ça, on en retrouve dans le parc des Grands Jardins, on en retrouve partout. C'est une plante qui s'adapte à tous les milieux humides, un peu plus secs. Ça, on en retrouve. Puis ça produit beaucoup de miel, c'est intéressant, les abeilles l'adorent. L'impatiente du Cap, entre autres, là. Ça, là, ça pousse dans les milieux humides, le long des ruisseaux, souvent, là, chez nous. Puis ça, bien, ça m'a surpris. J'ai vu des abeilles, moi, de mes abeilles qui allaient butiner là-dedans.
La verge d'or qui donne, ça c'est une des ressources les plus importantes à la fin de l'été. Pour les abeilles, ça donne un miel doré. Moi, c'est un de mes miels préférés au niveau du goût, là. Plus goûteux un peu, légèrement plus que du miel de trèfle, mais ça a son goût particulier. L'odeur aussi qui est particulière quand on approche de la ruche, puis qu'ils sont en train de butiner à la verge d'or, puis ils rentrent du pollen aussi. Il n'y a pas juste le miel, le nectar, là. Ils rentrent du pollen, puis on sent l'odeur caractéristique, là, comme des petits pieds, là, une odeur fromagée. Là. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Là, ici, on va parler des diversités de pollinisateurs. Il n'y a pas juste l'abeille domestique. Hein? Ici, là, dans Charlevoix, là, ce qui est important, là, c'est tous les insectes pollinisateurs. Puis, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on manque de pollinisateurs. Parce que si l'abeille est affectée par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait qui est publicisé, bien, les insectes pollinisateurs sauvages aussi sont impactés par ça, parce qu'ils butinent les mêmes fleurs que les abeilles. Donc, ici, c'est certaines variétés de bourdons qu'on retrouve ici. Des bourdons qui font des petits nids. Souvent, là, ils vont squatter un vieux nid de mulot dans le foin ou ils vont même des fois expulser des mulots là, pour prendre la place. La reine au printemps, là, dans le mois d'avril-mai. Puis, ils vont faire leur nid. Ces abeilles-là, parce que c'est vraiment des abeilles, ils font aussi du miel, mais ce n'est pas des grosses quantités. C'est l'équivalent d'une cuillerée à soupe. Puis c'est du miel de très mauvaise qualité qui ne se conserve pas parce que son taux d'humidité est plus élevé. Donc, c'est une espèce ça, qui ne vit qu'une saison. Puis après ça, bien, en fin de saison, il y a seulement des reines qui viennent au monde, puis ils vont se cacher en dessous des feuilles mortes pour survivre à l'hiver. Puis après ça, bien, les reines qui dégèlent au printemps vont refaire une nouvelle petite colonie qui va monter au maximum à 300 bourdons, là, quand on parle de certaines espèces. Là. Oui. Si je ne me trompe pas, le bourdon ne pique pas en imard. Non, il pique. Il y a un dard. Son dard, par contre, il est lisse. C'est des dards lisses. Donc, le même bourdon peut nous piquer plusieurs fois. Même chose pour la guêpe. La guêpe, là, peut nous piquer plusieurs fois. L'abeille, elle, va nous piquer seulement une fois dans sa vie, puis elle va mourir. Parce que son dard, il y a des petits barbelés dessus, qui fait que ça reste dans notre peau. Pour ce qui est des bourdons, justement, il y a d'autres variétés de bourdons qu'on retrouve. Ça, c'est des bourdons coucous, qui font un peu comme les oiseaux, les coucous. Ils vont pondre dans des nids des autres bourdons qu'on vient de voir, puis c'est pas eux autres qui s'occupent de leur progéniture. Fait que c'est des bourdons parasites, là, mais ils butinent aussi. C'est des insectes très utiles dans notre biodiversité. Ça, c'est des abeilles sauvages aussi, les abeilles solitaires qu'on retrouve, des fois qui ressemblent un peu aux abeilles, les abeilles domestiques, mais ça, ces abeilles-là, souvent, font des nids, là, soit des trous dans le sol, puis ils pondent dans le sable, ou ils font dans des trous dans des arbres. Là. On en voit régulièrement. Il y a les guêpes, qui c'est des insectes pollinisateurs aussi. Malgré que les guêpes, eux autres, c'est des insectes qui sont carnivores, insectivores. Là, et principalement, c'est très utile, les guêpes. Hein, c'est des insectes qui se nourrissent de d'autres insectes qui sont nuisibles. Ils mangent beaucoup de chenilles, ils mangent... mais les guêpes, eux autres, ce qu'on voit, là, ça, c'est un nid de guêpes. Les nids en papier, j'ai souvent une dizaine d'appels au moins, minimum par été, de des gens qui m'appellent pour que j'aille chercher des abeilles chez eux, qui ont un nid d'abeilles sous leur galerie ou tout ça. 100% du temps, c'est des nids de guêpes. À date, la moyenne, là, moi, là, c'est 100% du temps. Puis, donc, c'est pour ça. La seule façon de se débarrasser de ça, si c'est nuisible, si c'est dangereux pour vous, c'est que faire affaire avec un exterminateur. Si c'est moi qui vais le faire, je vais vous charger le prix d'un exterminateur parce que ça n'a aucun intérêt commercial. Ça ne fait pas de miel, une guêpe. Une guêpe, ça prend des insectes ou de la viande, ou ça fait de la bouillie avec ça, puis ça nourrit leur larve avec cette bouillie-là. Ça ne fait pas de miel. Des fois, ça fait leur nid dans la terre aussi, mais c'est un nid en papier aussi qu'on retrouve dans le sol. Il y a 3 espèces principalement qu'on retrouve ici. La fameuse guêpe noire, là, la grosse guêpe noire qu'on voit souvent, les petites guêpes jaunes, puis la guêpe germanique, qui est une guêpe importée d'Europe, qui s'est installée ici avec les premiers colons. Puis partout dans l'est de l'Amérique du Nord, on la retrouve. Les guêpes, là, ils nous attaquent juste si on approche de leur nid. Puis c'est vraiment agressif, là. Ils vont nous piquer rapidement. Comparativement à des abeilles, là, les abeilles, eux autres, là, moi je travaille dans une ruche, là, puis je peux faire 10 ruches
à 60 000 abeilles par ruche avant d'avoir une piqûre. Donc, c'est vraiment là, différent comme tempérament. Là. Le frelon asiatique, on le retrouve beaucoup en Europe. Je sais qu'aux États-Unis, on retrouve du frelon européen. Mais ici, il fait trop froid, il n'est pas capable de survivre et de monter ici. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, éventuellement, dans les prochaines décennies, on va voir de plus en plus de ces insectes-là qui vont réussir à s'implanter ici, qui ont réussi aux États-Unis. Mais présentement, on n'en retrouve pas. T'sais. Comme l'abeille aussi, l'abeille qui appelle africanisée, l'abeille africaine, là, qui est maintenant rendue aux États-Unis, mais depuis les années, je pense, c'est 60 ou 50, là, quand ça avait été fait au Brésil, bien, qui se sont échappés, là, puis ça a fait une abeille très agressive, puis ça a remonté après ça tout le reste de l'Amérique latine pour aller jusque dans le sud des États-Unis. Mais avec les années puis avec le temps, bien, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de se croiser avec les abeilles domestiques qui sont civilisées, là, c'est ça, comme si on peut dire, là, qui sont moins agressives, puis ça diminue leur taux d'agressivité avec le temps. Donc, éventuellement, ils ont appris à travailler avec ces types d'abeilles-là aussi. Ça, c'est des guêpes solitaires, des fois, qui ne ressemblent pas aux guêpes qu'on a vues tantôt, là, mais des fois, on en voit. Moi, j'en vois régulièrement de ces insectes-là. Peut-être parce que moi, je suis habitué, je suis proche de la nature, puis j'aime beaucoup observer, là. Mais ça peut vous arriver de voir ça. Ça, j'en vois régulièrement des guêpes comme ça. Ça, c'est des guêpes là, ils parasitent. Là. Souvent, ils pondent des œufs dans d'autres insectes, puis leur larve se développe en dedans, puis elle émerge quand l'insecte meurt. C'est très utile, ces insectes-là. Hein. Ça permet justement de contrôler les insectes, les mauvais insectes. Là, Les autres pollinisateurs qu'on peut retrouver, les papillons, les fameux papillons, le vice-roi qui ressemble beaucoup au monarque, on peut le faire la différence avec la ligne qu'on voit ici. Papillon tigré qu'on voit souvent, l'amiral, l'emblème du Québec. Le bombil, ça c'est des mouches. Des mouches, c'est important aussi pour la pollinisation des mouches. Là. Le bombil, l'éristale, la cirfe, qu'on pense souvent que c'est une abeille ou une guêpe qui fait du surplace des fois, là. C'est la même couleur. Elle utilise le mimétisme qui est une fonction chez les animaux qui ils veulent ressembler à un prédateur pour justement ne pas se faire manger. Bien, c'est ça qu'elle utilise. Elle est jaune comme une guêpe. Les mouches à viande, les mouches domestiques, sont attirées par l'odeur, le goût sucré des plantes, puis ils vont souvent butiner pareil. Les autres pollinisateurs, il y a certains autres insectes, là, comme un genre de scarabée, ça qu'on voit dans la verge d'or régulièrement, ça, qui pollinisent, des colibris. Même les souris peuvent participer à la pollinisation, là. Certains mammifères aussi. Oui. Colibri, oui. Colibri va là-dedans, oui. Les bourdons vont là-dedans aussi, parce qu'ils ont la langue beaucoup plus longue que les abeilles domestiques. Dans les abeilles que je dirais domestiquées, on a l'Apis mellifera, qui est l'abeille européenne qu'on utilise ici, qui a été importée avec les premiers colons au départ ici. Les souches de base, on en a peut-être plus aujourd'hui, là. On travaille avec d'autres croisements qui ont été importés, là. Le Bombus impatiens, qui est un bourdon, le bourdon frigide, je crois son nom, qui est le bourdon qu'on utilise dans les bleuetières. Dans les bleuetières, puis dans les serres de tomates aussi, de concombre. C'est un bourdon qui se reproduit facilement, là, qui est facile à reproduire et à garder en ruchette. Puis la mégachile coupeuse de feuilles de luzerne, qui est un insecte pollinisateur utilisé aussi dans les bleuetières. Puis chaque insecte pollinisateur a ses qualités. Le bourdon, lui, va commencer à travailler à partir de 4 degrés Celsius. Qu'il vente, qu'il pleuve, ça ne lui dérange pas, il travaille pareil. L'abeille, elle, est plus frileuse. Elle va commencer à travailler aux alentours de 10-12 degrés Celsius. S'il vente trop fort, elle n'ira pas tellement loin. S'il pleut, elle ne sortira pas. On va en voir un petit peu des plus téméraires, mais elle, à partir, puis elle peut butiner jusqu'à des grosses chaleurs. Elle peut toffer, là, je pense, c'est jusqu'à 42 ou 45 degrés Celsius, là. La mégachile, elle commence à butiner plus aux alentours de 18-20 degrés. Là. C'est vraiment là, pour une butineuse de saison chaude. Mais quand on combine les trois, c'est comme ça qu'on maximise les chances. En tout cas, pour les producteurs de bleuets, de canneberge, tout ça, là, c'est vraiment là, une combinaison qui peut apporter une plus-value. On parle des augmentations de 15 à 35 % du rendement. Là. Donc là, on va se concentrer sur l'abeille domestique. L'abeille domestique,
des petites informations intéressantes. La population d'une ruche est de 15 000 à 90 000 abeilles. On parle de 15 000 en début de saison. OK? Quand l'hiver est fini, il y en a qui meurent. Puis à la fin de la saison, ça peut aller, là, bien, pas à la fin de la saison, mais je dirais à la mi-juin, là, c'est là qu'on atteint la population maximale. Parce qu'à partir du mois de début avril, mettons, la reine commence à pondre, elle pond 2000 œufs par jour. Puis après 35 jours, la durée de vie d'une abeille, c'est à peu près 35 à 45 jours. Bien là, il commence à mourir d'autres abeilles. Donc, entre-temps, la population a augmenté de façon assez rapide. Puis, ça peut aller des ruches jusqu'à 90 000 abeilles. Mais en moyenne, c'est à peu près 60 000, 50 60 000 abeilles par ruche. C'est divisé en 3 castes, les abeilles. Il y a une reine par ruche, pas plus. Il y a 10 de faux-bourdons en moyenne, 10 Les faux-bourdons, c'est les mâles. Okay? Les mâles qui, eux, ils servent juste pour reproduire une jeune reine éventuelle, une nouvelle reine. Mais c'est pas... autrement, là, ils ne servent pas à d'autres choses. Là. Il y en a toujours trop de toute façon. On ne veut pas en avoir trop de ces insectes-là. Puis les ouvrières. Les ouvrières occupent plusieurs fonctions dans la ruche. Quand ils viennent au monde, ils font des fonctions de nettoyeuses. Plus vieilles, ils deviennent des nourrices. Deviennent la suite royale, des cirières, ils fabriquent la cire, ils construisent le nid, ils ventilent pour aérer, ils transportent le miel d'un endroit à l'autre dans la ruche. Là. Ils deviennent des gardiennes après ça, puis ils finissent leur vie comme butineuses à l'âge, je dirais à peu près, tout dépendant des besoins de la ruche, là, parce que si la population n'est pas assez grande, ils peuvent devenir butineuses plus rapidement. Mais vers la fin de leur vie, là, les 10 derniers jours qu'ils vivent deviennent en général des butineuses, pour mourir à l'extérieur de la ruche, pour pas justement qu'il y ait trop de maladies. La durée de vie d'une reine, la reine, c'est jusqu'à 7 ans, mais en général, on ne les garde jamais plus que 2 ans, nous autres, en apiculture, parce qu'après 2 ans, c'est prouvé qu'elles dégagent moins de phéromones, puis ils maintiennent moins la colonie soudée, puis dans ce temps-là, les ruches se divisent tout le temps, puis on perd des abeilles. Ça fait des essaims, là, qu'on appelle les fameux essaims, là. Après ça, 35 à 45 jours pour les abeilles d'été parce qu'ils travaillent. Celles qui vivent tout l'hiver, ils travaillent moins, ils font juste de la chaleur pour réchauffer la ruche. Ils vivent à peu près 6 mois pour finir l'hiver. Les butineuses, c'est ça qui représente. Les abeilles qu'on voit sortir à l'extérieur, c'est juste 10 des abeilles en moyenne qui sortent. Le reste continue à travailler en dedans. Donc, sur 60 000 abeilles, il y en a à peu près 6 000 qui sortent pour aller butiner, puis revenir à la ruche avec du miel puis du nectar. C'est toujours les mêmes qui ont la vocation de travailler à l'intérieur? Puis... Non, ils vieillissent. Ça évolue au fur et à mesure de leur âge, comme j'ai dit ici. Okay. C'est juste en fin de vie qu'ils deviennent des butineuses. La reine, elle, pond jusqu'à 2000 œufs par jour, on l'a dit. Une abeille produit dans sa vie environ 1/8 de cuillerée à thé. La reine, elle, là, qui pond, là, elle va avoir besoin de manger quelque part de la. Juste une fois dans sa vie. Il vient d'où ce monde-là? Ben, c'est un faux bourdon, c'est ça. Non, pas nécessairement, il peut venir de d'autres ruches. Ouais. Donc, l'ouvrière, vous voyez comment ça ressemble, une abeille. Hein? C'est loin de ressembler à une guêpe. Des fois, les gens ne font pas la différence, mais vraiment, il y a une bonne différence. C'est plus orangé, noir, brun. La reine, ici, qui est plus longue. Puis le mâle, le faux bourdon, qui a vraiment des gros yeux pour bien voir la reine qui est en vol pour se faire féconder, la jeune reine. C'est pour ça qu'ils ont des gros yeux. Ils n'ont pas de dard, eux autres, ils ont juste un appareil reproducteur. Ici, on voit une abeille qui fait de la cire avec ses glandes cirières sur l'abdomen. C'est intéressant. Ils s'agrippent l'une l'autre, puis ils font une chaîne. Puis les autres abeilles prennent ça, puis les malaxent avec leurs mandibules, puis ils font justement les alvéoles qu'on voit là, ici. Ça, c'est une abeille qui vient au monde. Là. On voit les plus pâles un peu, là, sont plus blanchâtres dans ce temps-là. Ça, c'est des œufs dans des alvéoles. On voit des œufs pondus par la reine. Après 3 jours, bien, ça devient des larves. Des larves, c'est comme un papillon, là. Ça fait des chenilles. Puis les chenilles, après ça, bien, quand ils sont prêts à éclore, ils ferment ça, ils deviennent une nymphe qui se métamorphose, puis ils deviennent après ça une abeille. Ça, c'est une cellule royale, donc c'est une jeune reine qui va éclore. Puis quand la ruche devient trop serrée, qu'il y a trop une grosse population, il y a comme un signal qui se fait, là, une phéromone, qui dit « OK, c'est le temps de diviser la ruche », c'est leur mode de reproduction. Donc là, ils forcent la reine à pondre dans un alvéole comme ça. Puis, ça fait une nouvelle reine. Ils en font plusieurs, en réalité. Puis, quand là, la première sort, normalement,
elle va tout aller tuer les autres reines. Puis, il pousse l'autre reine à sortir avec la moitié, ou des fois un peu moins, mais la moitié des autres abeilles, puis ils vont former un essaim. Ça, ici, c'est des alvéoles de faux bourdon. C'est un petit peu plus renflé, c'est des mâles. Puis ça, c'est des alvéoles d'ouvrières normales. Quand on parle de cadre là, de miel, là, bien, on voit ici, c'est des alvéoles, c'est du couvain. Ici aussi, c'est du couvain. Quand on parle de couvain, c'est des larves. Là. Puis ici, en pourtour, on peut voir soit du pollen, qui est en jaune, puis du miel. Le miel ici. Ça, c'est juste du miel ici. On voit que ça, c'est des cadres à miel. Sur le dessus, les boîtes qu'on met sur le dessus, on laisse toujours 1 ou 2 boîtes pour le couvain, pour les larves, l'endroit où la reine va pondre. Puis après ça, bien, on met des boîtes supplémentaires sur le dessus. C'est là que le miel s'accumule dans la saison. On peut le laisser là toute la saison, puis empiler les boîtes, ou le récolter au fur et à mesure. On met une boîte avec des cadres vides, puis ils vont remplir ça. Pourquoi les abeilles ont pour mandat de créer du miel? C'est leur façon de survivre, c'est leur nourriture. Pour passer l'hiver, ils ont besoin de miel. Ils ont besoin de miel puis de pollen. Pour survivre à l'hiver, c'est leur énergie puis leurs protéines, ils l'accumulent. Mais comme ils en accumulent beaucoup plus que leurs besoins réels, nous autres, notre travail, c'est de s'assurer qu'il y en ait suffisamment pour elles pour passer l'hiver, puis on prélève le surplus seulement. Et les bois sont rangés horizontalement. Oui, bien c'est des cadres, c'est beaucoup de cadres là, dans une boîte, là, c'est horizontal, oui. Il y a plusieurs produits qui sont faits par l'abeille, le miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la propolis que je vous parlais tantôt, qui est une résine faite à partir justement de plusieurs plantes avec des huiles essentielles, puis le pollen d'abeille qu'on peut consommer aussi. Ça, c'est des essaims. Vous voyez, quand je parlais d'un essaim d'abeille, si vous voyez ça, là, d'agglutiner, là, sur une branche à quelque part, là, appelez-moi. C'est ça que je ramasse. C'est parce que c'est comme ça qu'ils se reproduisent les abeilles. Puis en attendant de se trouver un endroit qui est favorable pour fonder leur colonie, ils vont s'agglutiner ensemble. Puis dans ce temps-là, ils ne sont pas dangereuses. Ils ne se garocheront pas sur les gens pour vous piquer. Moi, là, je prends ça là, avec mes mains nues, puis je mets ça dans une boîte. Je mets mon bras au travers de la grappe là, sans me faire piquer. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. C'est sûr que si vous arrivez puis vous donnez une claque puis vous faites ça, bien là, vous allez vous faire piquer. Pardon? Non, ce n'est pas mon auto. Souvent, on parle d'apiculture urbaine. L'apiculture, là, les abeilles, c'est un animal. Hein? On a des responsabilités qui viennent avec ça. Hein? Bien, je ne suis pas certain. Des fois, là, il y a comme deux écoles de pensée à ce niveau-là, mais moi, l'apiculture urbaine, il faut toujours y penser à ça. C'est que si vos abeilles se divisent puis qu'ils font ça, ou qu'ils se ramassent sous ça, ou qu'ils se ramassent dans le pommier du voisin, je ne suis pas certain que si vous n'avez pas les connaissances pour vous occuper de ça, que ce soit une bonne idée d'avoir des abeilles en ville. Donc, ça arrive régulièrement des choses comme ça. Puis c'est qui est responsable? Bien, c'est le propriétaire des abeilles qui s'est divisé, puis qui a essaimé. Là, donc, éventuellement, bien, ça peut causer des retards dans le trafic, ça peut piquer une personne qui est allergique, qui représente juste même pas 3 % de la population, mais il y a des gens allergiques à ça qui peuvent en mourir. Là. Donc, ça fait... On est obligé aussi, quand on devient propriétaire d'abeilles, que ce soit rien qu'une ruche ou 100 ruches ou 1000 ruches, de s'inscrire au niveau du MAPAC. Il y a un formulaire, ça coûte 15 ou 18 $ là, une fois par année, pour dire qu'on a des abeilles. C'est obligatoire pour prévenir la dispersion des maladies. Parce que les maladies aussi dans l'abeille, c'est à surveiller. Hein. C'est très sensible aux maladies. Au niveau d'essaim, c'est à partir de l'essaim qu'ils vont commencer à construire. Exactement. Si les abeilles ne trouvent pas d'endroit propice pour refaire leur colonie, ils peuvent rester à l'endroit qu'ils ont trouvé, là, puis bâtir des rayons de cire comme ça, après une branche. Puis, ça, c'est plus un essaim, c'est vraiment une colonie d'abeilles qui s'est implantée là. Ils vont essayer de passer l'hiver comme ça. Là. Souvent, là, ici, dans Charlevoix, les hivers sont trop rigoureux, sont trop froids, trop longs. Ils ne survivront pas à l'hiver parce que quand ils vont essaimer, il va être à peu près début juillet, puis ils n'auront pas suffisamment de temps pour accumuler suffisamment, de bâtir tout ça, puis remplir ça de réserves de miel. Ils n'auront pas assez de temps, puis ils vont en manquer, puis ils vont mourir de froid. OK? Donc, c'est pour ça que nous autres, on les aide. Rendu à l'automne, on les nourrit avec du sirop de sucre en plus pour qu'ils puissent justement survivre à nos hivers qui sont beaucoup plus longs. Dans le sud du Québec, je dirais à partir de Québec en descendant, ça arrive régulièrement qu'on voit des abeilles là, sauvages qui survivent à nos hivers. Mais ici, là,
Quand on se compare avec le sud du Québec, on a pratiquement un mois de plus d'hiver, si ce n'est pas 2, parce que ça arrive un mois plus de bonheur, puis ça repart un mois plus tard. Donc, c'est plus dur, plus difficile pour les abeilles ici. Autre sujet, les pollinisateurs sauvages. Il y a des façons de les aider. On peut installer, si on ne veut pas avoir des abeilles, puis ça va s'en occuper, des hôtels à pollinisateurs sauvages. Les insectes que je vous parlais tantôt, les abeilles solitaires qui sont importantes aussi, on peut s'acheter ça dans les quincailleries, ils en vendent un peu partout. Sur Internet, on est capable d'en trouver. Ça ressemble à ça. C'est tous des petits tuyaux. Les abeilles vont remplir ça, là, puis ils vont boucher ça avec de la terre ou de l'argile ou des feuilles même. Puis c'est tout dépendant de l'espèce, là. Ça, c'est pour faire des nids de bourdons. On peut faire ça avec des vieux pots qu'on ne se sert plus, mettre du foin un peu dedans ou mettre de la laine minérale ou peu importe, de la laine normale. Idéalement, le moins synthétique possible, le plus naturel, là. Ça, c'est des nids qu'on peut fabriquer pour faire des bourdons aussi. Entre autres, le bourdon frigide, là, ça, là, il adopte ça régulièrement. Je dirais que si on vous en fait une dizaine, il y en a 1 sur 3 qui va être collinisée par des bourdons. Ouais. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, c'est un petit peu le topo sur les insectes pollinisateurs qu'on peut trouver dans Charlevoix, la biodiversité qu'on y retrouve.